Et tandis que je m'apprêtais à vous commenter, voici le BF-110 qui vient de larguer ses bombes. La guerre est donc déclarée. Les Spitfire décollent pour tenter de prendre en chasse cet équipage de BF-110. Alors le BF-110, le Spit, les Spits contre le BF-110. Nous allons commencer par parler de l'attaquant et nous reviendrons sur les défenseurs. Le BF-110, Messerschmitt, est un chasseur moyen, bimoteur, en service à la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il est basé autour du concept du Searchstorm, destructeur, à long rayon d'action. Il obtient quelques succès lors des campagnes de Pologne et de France. Cependant, la bataille d'Angleterre révéla sa grande faiblesse comme chasseur de jour contre des monomoteurs plus manœuvrables. Il se révéla en revanche adapté comme chasseur de nuit, où son autonomie, sa puissance de feu et sa capacité à embarquer un radar le rendirent très utile. Revenons sur le principe de conception de cet appareil. Le ministère de l'air allemand du Reich a publié une spécification en début de l'année 1934 pour demander qu'on étudie un bimoteur capable de cette performance, long rayon d'action, agilité, puissance de feu. Cette démonstration vous fait voir les capacités de pilotage, d'agilité de ces appareils, car tenir tête à des Spitfire très manœuvrables n'est pas chose aisée. Et l'avantage du BF-110, comme vous voyez, il a 2 moteurs, il est donc potentiellement plus puissant, même s'il est plus lourd. Et pour un avion de cette envergure, il est particulièrement manœuvrant. Très bien armé, c'est un redoutable adversaire. À son sujet, le maréchal Hermann Göring déclarait « Les Messerschmitt 110 seront comme la cavalerie d'Hannibal, protégeant ses éléphants. Les bombardiers seront mes éléphants. » Avec le BF-110, la Luftwaffe avait défini un nouveau concept, certes coûteux, mais qui semblait viable au début de la guerre. Un appareil destructeur puissant et lourd, bien armé. Mais on l'a dit, il s'est vite avéré insuffisamment maniable dans des combats de chasseur à chasseur. Malgré ses forces, il avait un taux de roulis insuffisant pour tenir tête à des chasseurs monomoteurs. Il a donc été rapidement réorienté dans ses missions, et au fil de ses versions, il a été amélioré dans ce sens, à savoir chasseur de nuit avec des radars, chose qui n'était pas si courante à l'époque. La campagne de Norvège entamée le 9 avril 1940 montre que l'autonomie du Bf-109, bien qu'importante, est encore insuffisante pour ce vaste territoire, notamment en raison de la nécessité de protéger les convois maritimes le long des côtes. Donc à cette période, on est passé d'une version C à une version D, en ajoutant un énorme réservoir en contreplaqué qui était capable de contenir 1200 litres et qu'on appelait le Dackelbore, ventre de teckel. Malheureusement, ce réservoir un peu particulier avait tendance à facilement prendre feu, dans la mesure où il était en bois et où les vapeurs d'essence continuaient à se répandre dans le réservoir et donc à le rendre particulièrement dangereux. De nombreuses études ont été faites et rapidement on est passé à des réservoirs en métal. Durant la bataille d'Angleterre, 300 Bf-110 ont été perdus. À l'évidence, comme des simulations auraient pu le laisser prévoir, de tels bimoteurs ne pouvaient rivaliser donc en combat aérien, je l'ai dit, avec des monomoteurs Hurricane et même Spitfire. C'est à partir de la version E, donc du Bf-110, et compte tenu de ses lourdes pertes, que l'avion a été réorienté en tant que chasseur bombardier, chasseur de nuit. Il y a beaucoup à dire sur cet avion Bf-110. Je me limiterai donc à un chiffre. 1500 appareils produits pour 1943, suivi de 1500 autres en 1944. Donc plus de 3000 appareils de ce type. Des versions très nombreuses et des améliorations qui ont permis de passer d'un armement de 2 canons de 20 mm et 5 mitrailleuses à 4 mitrailleuses
de 7,92, plus 2 canons de 20 mm, plus encore 2 mitrailleuses de défense vers l'arrière. Capable de voler à 550 km/h à 7000 mètres d'altitude, il avait en fin de parcours une autonomie de plus de 2000 km. Il est temps de parler quand même de ce Spitfire que nous avons évoqué rapidement. Spitfire, voulant dire cracheur de feu en anglais, ce fut l'un des chasseurs monoplaces les plus utilisés par la RAF et les Alliés pendant la dernière guerre mondiale. Particulièrement célèbre, il est aussi un avion très maniable, très performant, qui n'a cessé d'être amélioré au fil du conflit pour toujours rivaliser avec les chasseurs ennemis tels que le Bf-110, mais aussi et surtout comme le Bf-109 ou le Focke-Wulf. Ces ailes spécifiques lui ont donné une apparence très reconnaissable. Leur section transversale lui permettait d'atteindre une vitesse impressionnante, et cette conception brillante est due au concepteur en chef Reginald Mitchell, qui en a fait l'un des avions les plus performants. La version que vous voyez dans démonstration avait un seul point noir: il n'acceptait pas les jets négatifs. C'est-à-dire que lorsque le pilote est en ascension et qu'il le pousse sur le manche pour redescendre, il peut éventuellement faire caler le moteur, ce qui est particulièrement gênant en combat aérien. Et bien évidemment, s'il se met en vol d'eau, c'est la même chose, de manière encore plus garantie. Pour une envergure de environ 10 mètres et une longueur de 9 mètres, avec un poids à vide de 2500 kg, cet avion pouvait atteindre les 666 km/h. Et il a opéré dans de très nombreux théâtres, au Canada, en Colombie-Britannique, a participé aussi à de nombreux films, comme la bataille d'Angleterre, les Red Tails, etc. Voilà, cette démonstration se poursuit avec les Bf-110 qui vont rejoindre sans doute leur base de départ, tandis que les Spit vont normalement se poser sur la Ferté-Alais. Nous disposons d'encore un petit peu de temps pour parler du moteur de ce Spitfire. Donc cette vitesse faramineuse était permise par différents moteurs selon les versions. Mais ici il s'agit d'un 12 cylindres en V de 1470 chevaux. Ces appareils ont bien sûr participé à la bataille d'Angleterre et ont largement contribué à la victoire de l'Angleterre sur l'Allemagne dans cette bataille. Il ne s'agit pas donc évidemment seulement d'avoir un bon appareil, encore faut-il des bons pilotes. Et là aussi, les pilotes anglais et les pilotes alliés même en général, puisqu'il n'y a pas eu que des pilotes anglais sur les Spitfire, il y a eu aussi des Français par exemple, eh bien étaient particulièrement valeureux. Voilà, tandis que les Bf-110 se posent tant bien que mal à la Ferté-Alais, ils seront suivis par un passage de Spitfire qui se poseront, je pense, le moment d'après. Eh bien non, ils tentent un atterrissage direct après les Bf-110. Alors la difficulté d'atterrissage vient de vous être démontrée. Le Spitfire est particulièrement agile en vol, en revanche à poser, il est très difficile. En tout cas, dans le monde virtuel, il ne fait pas de cadeau. On peut imaginer que son train resserré lui procurer la même difficulté pour la vie réelle. Et donc un atterrissage en Spitfire, ça ne s'improvise pas. Malheureusement, nos deux pilotes en ont fait les frais ce soir.